C'est bien, il y a du monde, je suis content. Je me suis dit 9h15 après l'apéro web, ça allait être difficile. Mais non, nous sommes bien nombreux. Et bonjour pour les gens qui sont également sur Facebook Live, puisque cette année, il y a des rediffusions en live sur Facebook. Merci pour le coup d'être présent sur ce moment d'échange. Moi, je vais me présenter rapidement et après, je vais présenter mon intervenante. Donc moi, je m'appelle Lionel Dame, je suis le directeur d'une agence qui s'appelle On Prend un Café et qui est une agence de marketing social et nous accompagnons des marques sur leurs problématiques sociales. Et je suis en présence, et j'ai l'honneur pour le coup d'avoir Christelle Merter qui est la directrice de la Gentle Factory et qui va un petit peu nous expliquer ce que c'est et on va faire tout un panel d'échanges pour comprendre finalement comment cette marque très récente s'est développée, a utilisé les communautés, quel business model elle a pu avoir, voilà, et de comprendre comment l'univers du social media est venu s'intégrer dans cette marque. Christelle, est-ce que tu peux rapidement te présenter qui tu es, ton parcours, et nous allons rentrer après dans la Gentle qui c'est. Bonjour à tous. Du coup, j'en profite. Lionel a oublié. Ah, tu voulais le faire après ? Ça y est, je me fais balancer. Vas-y, je t'en prie tout de suite, tu peux. Vous avez reçu un petit papier et le gentil monsieur qui nous l'a distribué nous a demandé de vous rappeler qu'il fallait le remplir à la fin pour qu'il puisse récupérer l'ensemble du questionnaire de satisfaction pour savoir si la conférence vous a plu ou non et quels sont les axes de progrès que vous nous souffleriez à l'oreille. Je suis désolée. Non, je t'en prie, vas-y. Voilà. Qui je suis Je m'appelle donc Christelle, j'ai 42 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants et je travaille chez Happy Chic depuis 14 ans maintenant. Je me suis occupée pendant 8 ans de la qualité et j'ai eu la chance de pouvoir monter un projet d'intrapreneuriat pour créer dans un premier temps un label et maintenant une véritable marque qui s'appelle la Gentle Factory. Alors, est-ce qu'il y en a ici qui connaissent cette marque, la Gentle Factory, dans la salle ? Regarde Christelle, toi ça fait plaisir. Là, elle est très très contente, elle se dit « on fait pas ça pour rien, il y a des gens qui nous connaissent ». Ce qu'on va faire, on va juste essayer de reposer qui est la Gentle Factory avant qu'on puisse répondre à des petites questions. Tu vas faire un joli film. Et ce que je propose, c'est qu'on le regarde, ça dure 3-4 minutes, mais ça va permettre de poser vraiment avec toutes les bases de la Gentle pour qu'on puisse justement derrière échanger sur, on va dire, sur toutes ces valeurs. Qu'on vient nous voir en nous disant « Est-ce que vous avez envie de travailler pour nous ? Est-ce que vous savez faire ? Non, alors c'est pas grave, on va vous accompagner, on va vous aider à financer, grâce à notre accord handicap, les investissements matériels. On va prendre le temps que vous soyez formés pour être opérationnel. » Donc oui, c'est complètement innovant. Cette idée que le cœur et le business n'est pas incompatible, et au contraire, que l'un renforce l'autre. Et que du business fait sans cœur, c'est pas drôle, on n'a pas envie. Quand on a rencontrer la Gentle Factory, c'était tout simple, parce que la communauté de langage, de pensée et de fonctionnement a été tellement évidente que les choses se sont enchaînées naturellement et que j'espère qu'on fera plein de belles choses ensemble. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, c'était la RTP, et du fait que vous avez fait, que nous avez demandé beaucoup de commandes, beaucoup de travail. Donc j'ai été pris en CDI. Donc ça a été pour moi vraiment quelque chose de formidable parce que voilà, il y a eu une embauche derrière grâce à vous. Alors,
Est-ce que, Christelle, tu peux nous expliquer finalement un tout petit peu ce qu'est la Gentle en dehors de ce clip et de se dire, moi je m'étais dit, mais comment est née cette idée dans ta tête de faire finalement une marque qui était d'abord un label et puis après qui s'est transformée. Est-ce que tu peux rapidement nous raconter ce cheminement et aujourd'hui on va voir justement où est-ce que vous en êtes et de comprendre tout ce développement. Alors, la Gentle Factory, en clair dans le texte, c'est une marque qui conçoit, distribue et vend, notamment auprès de ses partenaires, des vêtements mode et responsables à l'homme actif, l'homme avec un grand H, et des services dédiés grâce à un sourcing innovant. La responsabilité, on la décline autour de 4 piliers, l'utilisation de fibres biologiques, l'utilisation de fibres recyclées, le recours à des entreprises adaptées qui favorisent la réinsertion professionnelle des travailleurs en situation de handicap, et on a recours à la fabrication locale. Aujourd'hui, comme on est essentiellement distribué en France, on fabrique tout en France. On tricote, on tisse, on teint, on confectionne, on sérigraphie, bande de propreté. Tout ça, c'est fait à côté de chez nous. L'idée, c'était de pouvoir faire une mode de façon différente et responsable. Et comment est-ce qu'elle est née Elle est née au fur et à mesure, finalement, et elle démarre vraiment de 2009, où on a eu un contexte législatif qui nous a fortement aidés à trouver des solutions pour engager une démarche de responsabilité sociale et environnementale, avec l'obligation de faire un bilan d'émissions de gaz à effet de serre et de faire aussi des analyses de cycle de vie. Et on s'est rendu compte que si on voulait coller à la vision de l'entreprise, à savoir réduire par 2 nos émissions de gaz à effet de serre dans 10 ans, on devrait mettre en place des solutions un peu innovantes. Et on a fait un vrai fou en se disant, ce qui serait génial, c'est qu'on puisse récupérer des vêtements en fin de vie, les retransformer en matière première et en refaire de nouveaux vêtements. On a fait un premier test qui a été un flop commercial total, parce qu'on avait oublié derrière qu'on était des boîtes de mode et qu'on était là pour faire de la mode, et qu'un produit, ça devait d'abord être beau pour le client avant tout, et pas d'être forcément que responsable. Et du coup, de là est née l'idée qu'on pouvait peut-être faire des produits qui soient beaux et désirables, qui rendent nos clients beaux et désirables. D'ailleurs, vous pouvez le voir, parce que Lionel est habillé en Gentle ce matin. Jusqu'au bout, hein, je défends la marque. Hein. Ouais. Et donc voilà, l'idée, elle est née comme ça, et on a commercialisé notre première collection capsule en 2014, et on est en croissance forte depuis cette année-là. Donc, le premier produit, finalement, il était déjà sous le nom de la Gentle. Il était vendu comment? Parce que du coup, il y a eu une construction chez Happy Chic du coup, de ce nouveau produit avec on va dire des produits recyclés. Mais finalement, la marque n'existait pas à ce moment-là. Non, la marque n'existait pas. J'étais encore en charge de la qualité et on l'a vendue sous un label de Jules dans les plus grands magasins de la marque, sous la gamme Eco Product. Voilà. Et en fait, quand on a validé qu'il était intéressant de faire une commercialisation de vêtements mode et responsables au sein de l'entreprise, plutôt que de faire une marque à part entière, alors qu'on se lançait dans l'inconnu, on s'est dit que ce serait assez intéressant d'abord de tester et d'utiliser la force d'Happy Chic, et donc de son réseau de magasins, et de mettre des collections capsules à la fois chez Jules, chez Brice et chez Bisbee, d'une collection qui soit propre à chacune des marques enseignes qui distribuent les produits, pour voir si le client il allait être intéressé ou pas par ces produits mode et responsables. Et là, il s'est passé un truc de dingue, c'est que les clients, ils ont acheté les produits, ce qui n'avait pas été le cas du pull. Donc en fait, au tout début, tu n'avais pas de réseau de distribution. Au tout début, tu utilisais le réseau de distribution de Brice, de Jules et de Bisbee, qui en fait étaient plutôt des partenaires. Comment tu les appelais à ce moment-là? C'est que toi, la marque se positionnait comme je vais faire une capsule pour telle marque. Et en fait, vous auriez pu le faire pour plein d'autres marques en disant, tiens, je peux faire une collection capsule, la Gentle Factory, pour telle marque. Alors pour telle marque, enfin pour plein d'autres marques, non, parce que finalement, on s'est quand même dit que pour Happy Chic, c'était un moyen de se différencier et de répondre à un besoin de leurs clients, donc que ce soit les clients de Jules, que ce soit les clients de Brice ou les clients de Bisbee, qui pouvaient avoir une réponse intéressante sur une proposition supplémentaire et un service supplémentaire à offrir à chacun de leurs clients. Et on a développé d'autres collaborations, mais avec des marques qui n'étaient pas concurrentes des marques d'Happy Chic, donc des petites startups qui partageaient les mêmes valeurs que nous. Ça, c'était un critère hyper important pour nous. J'ai une question, parce que moi je ne suis pas forcément l'ultra connaisseur de toutes les cibles de Bisbee, Jules, Brice, mais quand j'entends ces 3 marques, j'imagine pas forcément la même cible derrière et le même type de client. Aujourd'hui, ou tout du moins comment vous avez fait finalement pour avoir sous ce nom la Gentle Factory, de réussir
à toucher 3 cibles clients différentes, parce que finalement, à la rigueur, les clients magasins sont vraiment différents. Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que c'était dans le style où il y avait des choses qui étaient différentes, dans des méthodes de fabrication? Est-ce qu'il y a vraiment eu des choses qui étaient adaptées justement sur ces 3 réseaux? Et comment ça a pu vivre entre cette marque qui était naissante, qui était présente en capsule dans 3 magasins, mais pas forcément sur les mêmes cibles? Alors, la promesse de la Gentle Factory, c'est je me sens beau et utile. Et après, chacune des marques, que ce soit Jules, Brice, Bisbee, chacun ont une promesse. Et finalement, on a trouvé le terrain commun entre la promesse de chacune de nos 2 marques et on a créé des collections qui soient en adéquation finalement avec nos 2 plateformes respectives, quelles que soient les collections qu'on mette en place. Et finalement, alors, quand on est chez Bisbee, la mode est fun et décalée, donc, et nous on est un peu moins décalés, donc voilà, on se cale pour qu'on soit du coup respectueux les uns des plateformes de marque des autres, mais c'est une chouette expérience. Et du coup, à ce moment-là, est-ce que vous avez commencé à construire cette marque justement qui était la Gentle Factory? Parce que tu l'as dit au début, c'était un test. Finalement, la marque n'existait pas en tant que telle, n'était pas reconnue par les clients. Comment vous avez fait pour finalement commencer à émerger? Comment ça s'est passé ce moment de construction où des gens se sont dit mais c'est Jules ou c'est la Gentle ou c'est Bisbee ou c'est la Gentle? Est-ce que ça a été compliqué ou ça s'est fait naturellement? En fait, les gens se sont dit non, je vais suivre cette nouvelle marque qui a fait une collection de capsules. Les choses se sont fait plutôt naturellement. J'aurais tendance à dire qu'on s'est laissé embarquer en fait. Ce qui est sûr, c'est qu'on a interrogé nos clients tous les 6 mois. On interroge les clients de Jules qui ont acheté des produits de la Gentle Factory au cours des 6 derniers mois. Parce qu'il fallait qu'on puisse finalement mesurer la pertinence de ce qu'on mettait en place et l'efficacité de ce qu'on mettait en place. Et en fait, on leur a demandé la première fois s'ils s'étaient rendus compte qu'ils avaient acheté un produit différent. Et à 96%, ils nous ont répondu qu'effectivement, ils s'étaient rendus compte qu'ils avaient acheté un produit qui était différent de ceux qu'ils avaient l'habitude d'acheter chez Jules. D'abord sur l'étiquette produit et puis finalement après sur la force de vente aussi qui s'est approprié le projet et qui devient aujourd'hui un véritable ambassadeur des produits dans les boutiques de Jules, de Brice ou de Bisbee. Donc ça c'est le premier point et puis il y a eu un engouement, c'est ce que vous avez vu dans le film, il y a eu un engouement des clients qui se sont postés sur les réseaux sociaux en taguant la Gentle Factory, donc la communauté elle est née sans qu'on la demande vraiment. Toutes les photos qu'on a vues sont des photos qui étaient du coup vous avez récupéré sur Instagram, des photos qui ont été prises par des clients, par des utilisateurs, et c'était leur remerciement, mais tout ça a été créé par les utilisateurs, vous leur avez rien demandé? Ah non, on leur a rien demandé, après il y avait quelques photos qui sont aussi faites par nos soins, mais effectivement, majoritairement, il y avait plein de photos de la communauté active qui est content de porter des produits qui racontent une histoire et qui ont un sens, parce que finalement c'est ça qu'on leur offre. Donc finalement, sur ces valeurs, ça veut dire que les clients se sont bien appropriés le côté désirable et n'ont pas eu honte, entre guillemets, de se mettre en avant et de parler de cette marque en question. Et se dire, oui, je le porte et j'en suis fier. Oui, et puis quand on communique sur certaines choses qui ne leur plaisent pas sur les réseaux sociaux, on a tout de suite un lever de bouclier en disant ah non, on n'est pas d'accord, pourquoi est-ce que vous faites ça? Donc ils se sont vraiment appropriés la marque. Et vous réajustez justement quand ils vous disent ça? Ça dépend sur quoi ils nous challenge. Par exemple, il y a 15 jours, comme on travaille avec des entreprises adaptées, on a eu l'opportunité d'intervenir chez L'Oréal pour partager notre expérience avec L'Oréal et puis plein d'autres grands groupes. Et on a eu une enflammée sur nos réseaux sociaux de clients qui se sont manifestés en disant que pour eux, ça ne collait pas du tout avec les valeurs de la Gentle. Et là, on est plutôt intervenu en leur disant que pour nous, c'était vraiment un échange de bonnes pratiques. Et si on fait tout ça, et si on communique, et si, par exemple, je suis là ce matin, c'est bien pour qu'on soit de plus en plus nombreux à essayer de faire les choses de façon un peu différente, de façon à ce qu'on puisse produire plus simplement pour la planète et la société. C'est parfait. Tu fais un enchaînement idéal. J'ai mis, c'est les chiffres que tu m'as communiqués sur, du coup, ces résultats, c'était à 2016, je crois, donc c'est les chiffres que vous avez présentés auprès de vos partenaires. Est-ce que tu peux juste commenter, alors il y a vraiment 2 parties, une qui est plus sur les volumes de contenu et l'autre qui est plus sur, finalement, quand tu parlais de cet investissement et donc des efforts, de tout ce que ça a pu générer de positif, est-ce que tu as un commentaire justement sur tout ça? Parce qu'on voit quand même des très fortes progressions. Donc ça, c'est le nombre de pièces vendues depuis le démarrage du projet. Très honnêtement, en 2014, quand on a lancé la Gentle, on ne s'était pas fixé d'objectif, on ne savait pas du tout ce qui allait se passer.
On a vraiment fonctionné en test and learn. On a mis en place une première collection capsule chez Jules dans une centaine de magasins. On a regardé ce qui se passait, on en a tiré des enseignements. Et puis après, on a remis une nouvelle collection en septembre. On en a retiré les enseignements jusqu'à ce que cette année, on soit présent dans toutes leurs boutiques. Donc on était très contents la première année d'atteindre 50 000 pièces, ce qui nous a permis d'atteindre 1 million d'euros de chiffre d'affaires. On était tellement contents qu'on a fêté tout ça avec l'ensemble des salariés de l'entreprise. Et on a vraiment fait le million, on l'a fait le dernier jour du mois de décembre. Donc on était vraiment très excités sur la lecture des chiffres tous les jours. Et on s'était déjà dit entre 2014 et 2015, ce qui serait vraiment génial, c'est qu'on réussisse à doubler nos quantis et notre chiffre d'affaires. Et puis finalement, on n'a pas doublé, on a triplé. On a redoublé entre 2015 et 2016. Et cette année, on s'était dit, on va peut-être pas doubler parce que ça nous semble trop fou. Ben, finalement, on n'en est pas loin. Pas si fou que ça alors. Non, pas si fou que ça. Si on se plante pas sur la fin de l'année, ça devrait le faire. Ok. Donc finalement, plutôt un succès d'avoir fait ce choix de construire avec des collections capsules et de développer au maximum de plus en plus de distributeurs, en tout cas de plus en plus de capsules sur de plus en plus de magasins. C'est sûr, parce que si on avait monté une marque directement en 2014, je pense qu'on se serait planté. C'est incroyable le nombre de choses qu'on a appris en étant présent chez Jules, chez Brice, chez Bisbee, sur des cibles différentes, sur des façons de fonctionner différentes et de voir du coup comment est-ce qu'on construisait une collection, comment est-ce qu'on allait raconter une histoire, comment est-ce qu'on allait communiquer à la fois en lien entre la marque avec qui on a une collab et puis nous-mêmes sur nos réseaux sociaux et sur notre site. Donc oui, il nous a bien fallu 3 ans pour être suffisamment mature, c'est même encore un grand mot, parce que finalement, c'est pas si simple d'ouvrir une boutique, et on le vit là en ce moment. Mais en tout cas, on se serait planté en 2014. On va revenir dessus sur la boutique. Les deuxièmes chiffres, c'est plutôt sur finalement le côté responsable. Ouais, j'ai un leader qui dit pas de performance sans mesure. Et donc, c'est vachement bien de dire qu'on veut être une marque éco-responsable. Mais si finalement, à un moment donné, on ne se dit pas est-ce qu'on l'est vraiment, on n'aurait pas été en cohérence et en transparence avec notre promesse. Puisque finalement, la transparence, ça fait partie d'un des piliers fondamentaux de la Gentle. Et donc, du coup, tous les ans, on regarde entre ce que les produits qui ont été mis en boutique, quelles que soient les marques auprès desquelles on a distribué nos produits ou même dans notre propre... dans nos propres points de vente, et on le mesure par rapport à un autre produit qui aurait été fabriqué de façon classique, et on regarde si effectivement on a été meilleur, plus performant sur l'environnement et aussi sur notre impact social, et si ça a permis du coup, comme on est en croissance de volume, de générer des emplois supplémentaires chez nos partenaires fabricants. Et donc l'année dernière, 26 emplois générés sur les partenaires fabricants ? Oui, je ne vous cache pas que quand j'ai reçu les chiffres, donc on a demandé à chacun si le fait qu'on ait augmenté les volumes avait eu des conséquences sur les embauches. J'ai d'abord flippé en me disant ça nous fait un gros poids sur nos épaules, en disant finalement on n'a pas intérêt à se planter derrière. Sur les 26 emplois, il y a 20 emplois qui ont été créés. J'ai fait une liaison malte à propos, je suis désolée. Il y a 20 emplois qui ont été créés chez nos confectionneurs, chez des entreprises adaptées. Et les 6 suivants ont été créés carrément sur l'amont de la supply chain, donc à la fois chez nos tisseurs, chez nos tricoteurs et chez nos teinturiers. Donc finalement, c'est très positif. Alors, 26 emplois, à l'échelle de la France, c'est rien du tout. Mais une des valeurs de la Gentle, c'est l'optimisme. Et finalement, c'était de se dire qu'on pouvait construire un futur et qu'il n'y a pas de petite action. Et donc, si on a tous une petite action, on peut faire quelque chose. Donc, à notre échelle, 26 emplois, ouais, ça compte. Ouais. Je vais revenir sur le social media parce que, comme tu l'as dit, tu n'avais pas de réseau de distribution. Comme tu l'as dit, tu as utilisé d'autres canaux pour vendre les produits. Quelle était l'importance finalement des réseaux sociaux ? Quelle était l'importance de la communauté ? Est-ce que finalement cette communauté, elle a adhéré sur les produits, elle a adhéré sur ce côté éco-responsable, sur les valeurs ? Finalement, dans votre usage, comment vous avez placé l'usage de Facebook, d'Instagram, des communautés au sens très très large ? Parce qu'en fait, social media, tu parles des partenaires, vous avez l'air d'être très proche de vos partenaires, c'est pas que des réseaux sociaux visibles du grand public. Quelle est l'importance pour la marque aujourd'hui des communautés dans sa construction, dans sa vente, dans son image ?
Eh ben, le communautaire, c'est la 5e valeur de la Gentle qu'on a rajoutée, qui ne faisait pas partie de... Quand j'ai écrit la plateforme de marque, ça ne faisait pas du tout partie des valeurs de base. On s'était d'entrée dit qu'on voulait avoir une communauté de clients qui consommerait différemment, sans être militantiste, sans être ultra engagé. Et donc finalement, ça correspond à tout un chacun. On s'est rendu compte sur les réseaux sociaux que la communauté de clients, elle est assez rapidement intervenue. Et effectivement, il y a un truc qu'on n'avait pas du tout prévu, c'est qu'on allait vraiment créer également une communauté auprès de nos partenaires fabricants. Tous les ans, vous venez nous voir, que ce soit nos tisseurs, nos filateurs, etc. Donc il y a une 60aine de fournisseurs qui viennent, qui partagent un chouette moment. L'idée, c'était de se dire que finalement, si on a réussi le pari de doubler nos quantités, d'année en année, c'était aussi grâce à eux, et que sans eux, finalement, on n'aurait rien fait. Donc la première année, on s'est dit merci, on l'a fait grâce à vous, et on leur a donné un peu de projection en disant voilà où on se projette l'année prochaine. L'année d'après, on les a un peu plus impliqués et on les a fait travailler en leur disant finalement aidez-nous à identifier nos forces, nos axes de progrès, parce que nos enjeux à 3 ans, c'est cela, et sans vous, on n'arrivera pas à le faire. Et puis cette année, on est allé encore plus loin. On leur a demandé de bosser même avant de venir nous voir. Ils ont dû faire des oxygénations et on a écrit la vision de la Gentle avec nos clients à 10 ans. Et on s'est écrit qu'on serait vraiment un écosystème open source de la mode responsable. Donc la communauté, elle est vraiment importante depuis le début. Et en fait, on avait une toute petite équipe au début et le community manager est un des premiers postes qu'on a mis en place au sein de l'équipe. Donc finalement, quand tu dis que tu as rajouté la communauté dans les valeurs, dans les piliers forts de la Gentle, c'est réellement parce que vous construisez la marque au quotidien avec ça, le retour partenaire et les retours de vos clients. Oui. Et je vais revenir sur un grand changement en 2017 parce que c'était quand même un gros pari, je pense, de votre côté, puisque finalement, pas de réseau de distribution en propre, pas de site e-commerce non plus. Donc c'était de se dire, tiens, à l'ère des startups, à l'ère de nouvelles marques qui vont ouvrir des sites e-commerce, vont avoir peut-être des modes plus agiles ou plus simples, vous, le pari de se dire, allez, on tente et on ouvre un magasin. Finalement, pourquoi ? Et j'ai même marqué des distributeurs, parce qu'il n'y a pas que des magasins, du coup, la Gentle. Pourquoi cette volonté en 2017, alors qu'on peut entendre le retail va pas bien, on peut entendre c'est compliqué, la mode c'est difficile, et là de se dire, non, nous on va faire le pari inverse, et on va dire que non, on tente le magasin. Alors, on avait mesuré du coup la performance de nos collections auprès des boutiques avec lesquelles on fait des collabs. On était non seulement en progression organique et aussi en progression à surface comparable. Étant donné le contexte, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à aller tester de façon différente. Et donc d'ouvrir un point de vente. Mais finalement, l'ouverture du point de vente, on l'a pensé de façon un peu différente, comme une animation aussi de la communauté. Voilà. Après, effectivement, toutes les questions que tu poses, on est en plein questionnement sur notre stratégie de distribution sur l'année prochaine. Mais je pense qu'on en parlera un peu plus. Mais c'est intéressant, c'est en train de dire que finalement, aujourd'hui, vous posez toujours des questions et vous n'êtes pas en train de vous dire « Ah non, c'est bon, tout est arrêté, on a ouvert ça et ça nous permet… » Vous êtes toujours dans cette approche test and learn finalement. Ah oui, la boutique, c'est un laboratoire. Complètement. C'est vraiment un laboratoire dans lequel on teste plein de choses. Et notamment, c'était une chose de faire une collection capsule chez Jules avec une vingtaine de références couleurs ou chez Brice et Bisbee avec une quinzaine. C'en est une autre d'approvisionner et de construire une collection complète pour une boutique, certes de 35 mètres carrés, mais avec du coup 200 références couleurs à un moment donné, qui soient en bon équilibre, etc. etc. Donc pour l'instant, on ne développe pas plus. Et les premiers résultats alors ? C'est difficile. Ah. C'est même très difficile. On avait mis des objectifs hyper ambitieux. Et là, on n'est pas du tout au rendez-vous de nos objectifs. D'où du coup le fait de se reposer les bonnes questions. Et si je vous dis en fait ce qu'on avait écrit dans le business plan il y a 1 an maintenant, et ben en fait on n'a rien fait de ce qu'on avait dit qu'on ferait et on a fait plein de choses qu'on n'avait pas dit qu'on ferait. Je vous donne un exemple. On est très opportuniste en fait depuis le démarrage de la Gentle Factory. On s'est ouvert à des collabs avec Lix et French Appeal parce que c'est eux qui ont tapé à la porte. Et là, on s'est posé la question en se disant ah tiens, ça pourrait être intéressant. Et là, du coup, quand vous vous retrouvez avec énormément de stock au milieu de votre saison été parce que vous ne faites pas du tout vos objectifs, vous dites qu'est-ce que je vais faire de tout mon stock ?
Et donc là, c'est pareil, on a saisi une opportunité qu'on ne s'était pas du tout écrite et qu'on ne savait pas forcément faire dans la boîte, qui était de faire du B2B. Et on est allé contacter des détaillants qui partageaient des valeurs communes, qui distribuent autour de marques super valorisantes, qui font du Made in France ou des concepts éco-responsables. Et on est allé leur taper à la porte en leur disant, voilà, on est une marque, on s'appelle la Gentle Factory, voilà notre concept. On vous envoie notre collection, est-ce que ça vous intéresse de la distribuer dans vos points de vente ? Et là, ce qui est cool, c'est qu'ils ont trouvé notre concept assez intéressant et on a réussi du coup à démultiplier nos points de vente et surtout à écouler notre stock dans un premier temps et à construire finalement la même relation avec eux que ce qu'on peut créer avec nos partenaires, nos partenaires fabricants, avec nos clients. Il y a une vraie relation de proximité qui s'est créée. D'ailleurs, Romane, qui gère les détaillants, est en train de faire le tour des popotes depuis le début de la semaine pour aller discuter avec eux. Donc finalement, encore un nouveau canal de distribution. Un nouveau canal de distribution qu'on n'avait pas envisagé. Et puis celui qu'on n'avait pas mis au budget non plus, c'était l'ouverture de notre site marchand. Et donc finalement, on s'est dit que c'était un peu, au vu de tout le mode de fonctionnement des startups et de nos concurrents, que c'était peut-être une ineptie de pas s'être dit qu'on allait tout de suite lancer un site marchand. Et donc on a tout de suite réagi. Et donc dans une semaine, le site en ligne ouvre ses portes. Tadam. 2017. www.lagentlefactory.com. Et pour tous ceux qui sont connectés, on a aussi donc Instagram, Facebook, etc. Je compte sur vous. Je ne sais pas combien vous êtes, mais j'espère que j'en aurai au moins 100 de plus de followers à la fin de la session. Il y a un peu plus d'une centaine de personnes, je pense. Donc, Christelle, jusqu'au dernier moment, tu rabats pour défendre la marque. Est-ce que finalement, je reviens, tu viens de le dire, une boutique, un site e-commerce, des collections capsules, des distributeurs, des détaillants, finalement, comment on fait pour animer une marque comme ça qui se retrouve dans plein d'endroits différents, qui finalement n'est pas défendue de la même manière dans différents endroits? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'on arrive vraiment à la construire? Ou finalement, est-ce qu'on est obligé de faire à un moment des focus en se disant je ne parle pas de telle partie ou j'axe que sur telle partie? Est-ce que c'est compliqué? Spontanément, je te répondrais non. C'est pas simple. Il y a des enjeux qui sont différents. Effectivement, le message, il n'est pas approprié de la même façon en fonction des marques avec lesquelles on va lancer des collabs. Mais à la limite, c'est pas bien grave. Il est propre aussi à chacune des marques. Le principal, finalement, pour nous, c'est de toucher un maximum de gens pour entrer dans une consommation moderne et un peu plus raisonnée. Donc finalement, c'est bien la communauté de clients qui reste le faisceau de commun et on n'est pas là pour être sectaire et on est là pour toucher le plus grand monde. Donc finalement, vous n'avez pas eu de « Ah mais je comprends pas pourquoi vous êtes à la fois chez Jules, chez Bisbee, en propre, à tel endroit ». Tout le monde s'est retrouvé en disant « Ah oui, ok, il y a des collections qui sont différentes, mais finalement derrière les valeurs sont les mêmes, finalement derrière les produits sont fabriqués de la même manière avec le même engagement ». Et ça, ils l'ont compris, c'est-à-dire que toute l'histoire et toutes les valeurs fortes de l'entreprise sont vraiment importante et c'est pas juste une surcouche de on fait ça que pour du marketing, les clients vont pas forcément le voir. Non. Il y a un vrai engagement des clients et ils le comprennent. Il y a un vrai engagement des clients quand on les interroge. Spontanément, on a mesuré si la promesse émotionnelle qu'on faisait à nos clients, ils la percevaient et ils nous disent quand ils ont acheté un produit, par exemple chez Jules, merci, vous m'offrez les moyens de m'acheter du Made in France. Et merci, grâce à vous, je peux permettre à mon voisin de continuer à bosser. Et ça, c'est des choses qui nous écrivent. Donc voilà, ça, c'est plutôt bien perçu. On a aujourd'hui plutôt un problème de positionnement prix, puisque du coup, on ne vend pas au même prix en fonction de nos canaux de distribution. Et c'est plutôt là où on a le challenge de nos clients. Donc, il y a un vrai sujet, on a un vrai travail de fond à faire effectivement dessus. Ok, je vais toujours rentrer sur finalement ces animations et comment vous communiquez, parce que vous avez pas mal de canaux de distribution. Je me suis juste posé la question justement sur vos réseaux, donc vous pouvez retrouver du coup le compte de la Gentle. Est-ce qu'il y a une animation qui est... Comment vous gérez cette problématique d'animation locale, mais en même temps d'animation nationale? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est vraiment travaillé pour la boutique sur l'île? Est-ce qu'il y a des enjeux qui sont joués sur les différents détaillants et vous travaillez pour eux pour faire connaître finalement la marque dans les différentes villes où ces détaillants sont installés, ou pas du tout et vous jouez le coup de la marque nationale et entre guillemets, je ne m'intéresse pas à la communauté locale et je m'intéresse qu'à cette image plus globale? On est
clairement pas dans notre approche, pour moi, sur une stratégie nationale. On est vraiment sur une approche plutôt locale. Donc oui, on arrive à cibler certains de nos postes du coup sur la région de Lille pour éviter d'inonder tous nos clients nationalement sur ce qui se passe sur la boutique de Lille, hein, ce qui pourrait les gonfler en fait. Voilà. Et après, effectivement, avec chacun de nos détaillants aujourd'hui, on est aussi sur une approche locale de l'animation. On leur a proposé de monter un partenariat en se disant, bah voilà, autant qu'on puisse drainer de chez nous des gens chez vous. Donc, est-ce que ça vous intéresse ? Ils ont effectivement sauté sur l'occasion. Et après, par contre, on a effectivement des choses qui sont communiquées de façon transversale à l'ensemble de notre communauté. Donc, ça dépend quel message on veut passer sur quel sujet. Et justement, parlant du message, aujourd'hui, sur les réseaux, donc, vous avez un compte Instagram qui fonctionne très bien, il y a quand même un certain nombre d'utilisateurs, un compte Facebook qui se développe également. Est-ce que... quels sont finalement les axes éditoriaux que vous décidez de poursuivre ? Est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent mieux ? Est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent moins bien justement sur ces réseaux ? Parce que, comme je dis, il y a plein de choses. Ce sont des produits qui peuvent être différents. Il y a des engagements de valeur qui sont très différents, sur lesquels j'en ai un qui va être éco-responsable, j'en ai d'autres qui vont être sur du Made in France, j'en ai d'autres qui vont être presque sur les valeurs plus écologiques. Comment, en fait, sur toutes les valeurs, plus sur tous ces produits, comment vous vous positionnez en termes de communication ? Parce que c'est très très vaste. Et finalement, vous vous rendez compte, vous touchez potentiellement plein de types de communautés différentes. Est-ce que vous avez fait un choix de se dire, on va axer fortement sur celui-ci, ou au contraire, on se dit, on va parler un petit peu de tout et on va voir comment ça évolue ? Dans l'approche globale, et du coup, au démarrage, quand on a commencé, on s'est positionné en tant que marque. Et bon, tu nous as challengé fortement en nous disant, arrêtez de vous prendre pour une marque. Finalement, vous êtes plutôt super sympa. Communiquer là-dessus et partager votre vie de start-up. Donc notre ligne éditoriale, finalement, elle est vraiment autour de ça. C'est aujourd'hui, on est quand vous rentrez à la Gentle dans l'équipe, vous êtes sûr que vous êtes en photo. Bon, par exemple, là, la pauvre en plus, t'as pas pris. Je m'en suis rendu compte. T'as pas pris la photo qui la met la plus en valeur. Mais c'est Clémence, notre chargée de communication, qui a fait notre mannequin. Je lui dirais pas. Je m'en excuse. C'est Clémence, notre chargée de communication, qui du coup fait notre mannequin pour la collection femmes. Donc voilà, on est global, Vive ma vie de start-up, et on partage tous les moments d'équipe le plus simplement possible. Et puis après, on communique sur tous les sujets autour de finalement notre conception de la mode. Et donc, du coup, on a une ligne éditoriale qui nous permet à la fois de donner un peu d'informations sur du lifestyle et d'échanges de bonnes pratiques avec d'autres partenaires, qui ne sont pas forcément des partenaires, mais nos coups de cœur, et de les partager avec notre communauté, d'axer aussi nos actions en termes de développement durable pur et d'actions environnementales ou sociales. Et puis aussi, et c'est peut-être finalement du coup l'axe aujourd'hui, parce qu'il fonctionne très très bien, sur lequel on communique énormément, c'est la fabrication française. Et ça marche bien, du coup, cette fabrication française, c'est vraiment dans l'air du temps. Alors, je ne vais pas parler du slip français ou de plein d'autres marques qui jouent sur cette mode, mais finalement, vous voulez en abuser ou au contraire, vous ne voulez pas trop le mettre en avant parce que vous pensez que c'est qu'un effet de mode ou c'est quelque chose qui va justement durer dans le temps ? Non, pour nous, alors je ne pense pas que ce soit un effet de mode. Je pense qu'il y a une vraie relocalisation de la consommation, qu'il y a un vrai sujet autour de ça et qu'effectivement, on est arrivé au bon moment. Nous, la fabrication française, on l'a vraiment tournée autour du coup de la responsabilité sociale et environnementale, à la fois sur la préservation du savoir-faire industriel français, mais aussi et surtout sur les contraintes, la réduction au maximum du transport d'un point A à d'un point B. Et d'ailleurs, nos clients, je ne sais pas s'ils challengent les autres marques de cette façon-là, mais quand on va au salon du Made in France et quand on leur explique en live, alors notre t-shirt, il a été tricoté à Moreuil, il a été teint dans la région de Roanne. Ensuite, on l'a confectionné toujours à Roanne, mais par contre, il est parti sérigraphié à Thoiry-sur-Loire, c'est près de Nantes. J'ai jamais été aussi bonne en géographie depuis que j'ai monté la Gentle. Bref, ils nous disent encore, ah mais ça fait beaucoup de kilomètres. Et alors là, la première fois qu'ils m'ont dit ça, très honnêtement, mes bras m'en sont tombés parce que quand du coup ça vient d'Asie, vous dites bah zut, finalement ça fait encore très peu de kilomètres. Mais donc ils sont vraiment sur une consommation locale et ils se sont bien appropriés de cette façon-là. J'ai noté enfants, femmes, hommes. Il y a une diversification produit.
Aujourd'hui, justement, à l'origine, la marque s'est construite autour de la mode masculine. Aujourd'hui, il y a de la mode féminine qui arrive, si je ne me trompe pas, de ce qu'on a pu voir sur les réseaux. C'est pas un grand scoop. Comment vous travaillez ça en termes de communication, finalement, de faire évoluer cette marque? Puisque, est-ce que dans vos clients, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes, ou tout du moins un public féminin qui était présent, et vous avez dit, eux aussi me demandent des produits, donc je vais y aller, ou au contraire, c'était de se dire, il faut qu'on tente autre chose? Et même après, en termes de communication, ça devient, j'imagine, plus difficile. Est-ce que encore une fois, vous êtes en test and learn et de dire YOLO, on verra ce que ça va donner, ou vous dites, bon, on va plutôt le tenter comme ça et on va faire plein de petits tests? Alors, on est en test and learn, clairement. C'est le terme. C'est le terme. bien. C'est agile. Alors, on s'est rendu compte, comme on n'était pas... On s'est rendu compte, finalement, la boutique nous a permis de nous rendre compte qu'énormément de femmes rentraient dans la boutique. Et elles se sont exprimées en disant on est hyper frustrés parce que finalement, la proposition de mode, et en plus telle que vous l'envisagez, pour l'homme, on n'a pas l'équivalent pour la femme. Est-ce que vous pourriez pas envisager de faire quelques produits, est-ce que vous pouvez pas envisager de faire une collection femme? Après, quand on avait réfléchi le projet en 2014, on s'était bien dit que finalement, on s'adressait à une communauté qui consommait autrement, et que cette communauté, elle n'était pas exclusivement masculine, mais bien masculine et féminine. Et finalement, on a fait le choix de se concentrer sur l'homme parce qu'on appartient à un groupe de mode homme et qu'il fallait mieux se concentrer plutôt que se disperser dès le départ, ça ne nous aurait pas servi. Au contraire, ça nous aurait desservi. Là, on s'est dit que du coup, sur la collection masculine, on était plutôt rompu à l'exercice et qu'on pouvait du coup se lancer un nouveau défi et puis permettre au final de respecter notre promesse, c'est-à-dire de toucher le plus grand nombre de personnes. Et dans le mode test and learn, on s'est posé la question de savoir du coup comment est-ce qu'on allait regarder si ça fonctionnait. On s'est dit qu'on allait tester très très vite, assez peu de références, et on a testé les produits sur ce qu'on savait très bien faire, puisqu'aujourd'hui on est plutôt assez bon en t-shirt à message et en sweat à message. On est moins reconnu sur les autres typologies de produits. Donc la première collection qui est effectivement déjà en magasin depuis début septembre concerne que quelques produits, et quand on analyse les performances de vente, on se dit qu'on a bien fait, donc on va étendre la collection. Et je terminerai juste sur un autre truc, c'est que par contre, les clients masculins se sont exprimés sur les réseaux sociaux en disant qu'ils n'étaient pas contents du tout qu'on ouvre leur boutique et leur marque à la femme, puisque c'était bien... En fait, ils se sont vraiment approprié le truc et ils nous ont dit mais il y a déjà plein de boutiques pour les femmes, pourquoi est-ce que vous venez alors qu'on était content d'avoir un endroit rien que pour nous, pourquoi est-ce que vous venez nous polluer avec la femme? Donc ça nous pose question sur comment est-ce qu'on va du coup demain, en augmentant la proportion de la collection femmes, comment est-ce qu'on va effectivement communiquer dessus, etc. On n'est pas encore très au fait, c'est pas encore très clair sur comment on va procéder. Et toute la communication se fait sur les réseaux sociaux aujourd'hui essentiellement pour la marque? Ah oui. Pas d'autres canaux de distribution. Alors j'entends bien sûr des newsletters, des choses comme ça, mais, oui, c'est ça. mais pas d'autres canaux en dehors du digital. En dehors du digital, aujourd'hui, non, pour la communication, on n'a pas de canaux. D'ailleurs, on a refusé de mettre des PLV dans la boutique. Je me permets de rebondir, du coup, c'est hyper intéressant parce que tu parlais des produits, vous avez voulu développer une gamme femmes, et finalement, c'est par le retour des clients, pas en boutique, mais sur le retour des clients sur les réseaux et donc de tous leurs avis, où vous vous rendez compte presque du positionnement et de votre choix et où des gens vont vous faire évoluer finalement. Donc toute l'écoute de vos clients est hyper importante chez vous pour, dans ce mode test and learn, apprendre toujours de ce qu'ils vont vous raconter sur les réseaux. Oui, c'est hyper important. Dans l'équipe, chacun a l'obligation d'aller une journée par mois minimum en boutique, et pas juste pour regarder l'équipe de vente, mais vraiment pour vendre et pour papoter avec les clients. Donc en fait, c'est comme ça que la collection femmes, on s'est dit que ce serait intéressant de la lancer. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte que nos grilles de taille étaient certainement pas les plus pertinentes et qu'on a du coup augmenté, on a fait des plus grandes tailles et des plus petites tailles aussi. C'est pour ça aussi que l'enfant arrive dans une semaine en boutique. Voilà, on a vraiment, et on est en train de challenger aussi tous les détails de finition, etc. Finalement, nos clients, ils ont une multitude de bonnes idées et du coup, autant les écouter puisque ça correspond à leurs attentes. Alors, j'ai posé une petite question autour des influenceurs et de l'influence. Beaucoup de marques se lancent au travers de la micro-influence, de blogueurs, d'influenceurs, etc. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous avez eu des retours? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que tu as quelque chose à dire dessus, ou au contraire, vous avez dit non, on n'en a pas trop fait, on a réussi à intéresser des gens naturellement sur d'autres peut-être sujets? Est-ce qu'il y a eu une stratégie à part?
Non, on n'a pas eu de stratégie. Là aussi, on a été opportuniste. En fait, c'est certains influenceurs qui nous ont contactés et du coup, on s'est dit ah ben tiens, c'est assez intéressant. Effectivement, ça vaut le coup de se baser dessus. C'est certainement peut-être une erreur de notre part. On aurait dû s'attarder plus sur le sujet. Donc là, on est en train de construire quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que on se pose la question de savoir auprès de quels influenceurs on veut se lancer. Et là, il y a un gros dilemme. Il y a les influenceurs de mode qui sont hyper pointus. Et clairement, pour nous, on se dit que c'est pas forcément là où on veut aller. Mais on est challengé en disant que c'est par eux que l'influence de notoriété sera la plus efficace. Et après, on est plutôt aussi sur des influenceurs sur un mode de consommation responsable. Et c'est là où il faut être hyper vigilant parce qu'on ne veut pas non plus devenir une marque militantiste. Ce n'est pas du tout notre ADN. Voilà, donc c'est finalement le choix de l'influenceur aujourd'hui qui nous pose le plus de questions. Mais du coup, c'est intéressant, c'est eux qui viennent vers vous. Ceux qu'on a contactés, ouais, avec lesquels on a commencé à bosser, oui. Ok. On arrive à la fin des questions. Je vais me poser finalement quels sont les futurs enjeux. Alors, du coup, à 6 mois, parce que j'ai compris que ça bougeait très très vite et que vous bougez, enfin vous pivotiez assez régulièrement. Mais quels sont les nouveaux enjeux ou quels sont les enjeux sur 2018 quand là vous lancez le e-commerce, vous avez lancé pour le coup une boutique. Est-ce que c'est plus de collaboration, plus de boutiques? Les plus gros enjeux aujourd'hui en termes de communication et en termes de développement, où est-ce que vous les positionnez sur cette année 2018? Le e-commerce. Clairement. Tu regrettes de ne pas l'avoir fait avant? Ou tu penses que c'était trop tôt et que ça n'aurait pas pu fonctionner avant? Je pense qu'on n'était pas suffisamment mature, nous, pour nous lancer dans du e-commerce. Voilà, peut-être qu'on aurait, par contre, quand on s'est posé la question de lancer la marque, donc il y a 1 an, peut-être qu'on ne s'est pas suffisamment posé on a mis le poids sur l'ouverture de la boutique et peut-être qu'on aurait dû le faire du coup à ce moment-là. Oui, pardon. Et c'est la communauté qui vous l'a demandé? Qui vous le demande, le site e-commerce? Oui, ils nous le réclament de plus en plus. Et puis là, en plus, comme on leur met maintenant, on a des fiches produits sur l'ensemble des produits qu'on vend en boutique et qui peuvent le trouver soit sur le point de vente de Lille, soit auprès des détaillants qui nous distribuent. Ils nous challengent vraiment en nous disant quand est-ce qu'elle ouvre, Et on a quelques semaines de retard sur l'ouverture. En toute transparence, on devait ouvrir le 1er octobre normalement. Et j'avais eu la bonne idée de le communiquer sur les réseaux sociaux. Je peux vous dire qu'on en a qui nous disent j'y suis allée sur votre site et finalement, il n'est toujours pas en ligne. Donc voilà. C'est beau d'avoir des clients investis. Ouais, c'est cool. On arrive à la fin, pour le coup, de ces 45 minutes. Est-ce que vous avez peut-être des questions pour Christelle? Il nous reste deux petites minutes. Si vous avez des questions à lui poser, finalement, sur l'aventure et la création de cette nouvelle marque, la création, du coup, d'une manière de commercer, pas franchement on va dire, dans l'air du temps, puisque je pense qu'on commence rarement par ouvrir un magasin avant de lancer son site e-commerce, alors qu'on a commencé à vendre 4 ans avant. Est-ce qu'il y en a qui ont une question pour Christelle? Nous avons trop de gens timides. Ça doit être ça. Ben, c'est pas grave pour le coup, puisque ça nous permet juste d'arriver... Ah, si! Bonjour. Bonjour. C'est une question surtout par curiosité, parce que là vous allez ouvrir la collection femmes, sachant que l'un de vos distributeurs c'est pour l'instant donc Jules, Brice, sachant que c'est spécialisé chez les hommes. Proposer des produits femmes dans ce type de magasin, c'est possible ou pas? Ah non, les produits femmes, c'est exclusivement dans la collection propre, donc soit dans notre boutique, soit sur notre site marchand, soit avec nos partenaires, nos distributeurs. Et on faisait déjà un peu de la femme chez Bisbee aussi pour répondre à leur clientèle, jeune homme, jeune femme. Ok. Donc on ne va pas faire de la femme chez Jules ni chez Brice. Je pense que sinon, il ne serait pas très content. Ça poserait plein d'autres problèmes sur d'autres enseignes du groupe. Merci beaucoup Christelle. Je me permets, donc du coup, encore plein de choses à se dire. On peut continuer juste après. N'hésitez pas à venir échanger dessus. Et moi, je peux que vous inviter à aller à la boutique, qui se situe où? 48 rue de la Grande Chaussée, à Lille. Voilà, qui pour le coup a un fort concept. Du coup, à l'intérieur, je vous conseille vraiment d'y aller. Et sinon, sur le site e-commerce, qui sera disponible à peu près vers quand? Normalement, la semaine prochaine. Très bien. Et donc, je vous remercie beaucoup. Merci du temps que vous avez passé avec nous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je rappelle, si vous pouvez remplir ces petites fiches qui vont permettre de pouvoir juger
de cette conférence et nous permettre d'améliorer les prochaines qui viendront. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très très bonne journée pour cette dernière journée sur Connext.